Merci, Monsieur le Président. Nous revenons donc au déroulé du Congrès et nous allons aborder le sujet de la décentralisation, un sujet qui ne date pas d'hier en France. Un petit rappel avec quelques images d'archives. C'est beaucoup de faire renaître nos anciennes provinces, aménagées à la moderne, sous la forme de régions, de leur donner les moyens nécessaires pour que chacune règle ses propres affaires, tout en jouant son rôle à elle, dans notre ensemble national, d'en faire des centres où l'initiative, l'activité, la vie s'épanouissent sur place. Suffrage exprimé, 458. Le débat, commencé en juillet dernier et repris cette semaine, s'est donc terminé à 1h30 cette nuit. Enfin, les régions, jusqu'à leur établissement public, seront érigées en collectivités territoriales. Le texte adopté cette nuit n'est que la première partie du programme de décentralisation du gouvernement. Il déposera des projets sur la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. Plus tard, sur les ressources financières et le mode de scrutin aux élections des conseils régionaux. La Commission. Mais pour le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, un pas important a déjà été franchi. Maintenant, c'est-à-dire bientôt, quand la loi sera appliquée, les dispositions votées seront irréversibles. Ce sera comme pour les congés payés. Cet ample mouvement de décentralisation permettra un nouveau transfert de compétences au profit des collectivités qui sera accompagné de transferts des ressources correspondantes. Une nouvelle distribution des rôles en repensant de manière innovante la relation État-région pour plus de cohérence et plus d'efficacité. Et puis enfin, un encouragement aux initiatives à la démocratie locale qui passe également par l'ouverture d'un droit à l'expérimentation. Dès maintenant, j'invite les régions à être audacieuses et à se porter candidates pour expérimenter certains transferts de compétences dont j'ai l'intention de discuter la nature et la portée avec les acteurs concernés. Un projet de loi constitutionnelle vous sera proposé au Parlement dès l'automne. Il visera à inscrire la région dans la Constitution, à autoriser l'expérimentation locale, à favoriser la coopération entre les collectivités qui le souhaitent et à autoriser la mise en œuvre des référendums locaux. Les régions se verront donc confier dans une prochaine loi de décentralisation de nouvelles responsabilités et seront même dotées d'un pouvoir réglementaire local d'adaptation pour donner encore plus de liberté aux élus pour travailler. Une clarification stricte des compétences entre collectivités sera introduite. Les collectivités seront également incitées et invitées à se rapprocher. Que nous puissions ouvrir un nouvel acte de décentralisation adapté à chaque territoire. Les Français ont confiance dans leurs élus locaux et ce nouvel acte de décentralisation doit porter sur des politiques de la vie quotidienne, le logement, le transport, la transition écologique, pour garantir des décisions prises au plus près du terrain. Ce nouvel acte de décentralisation devra s'appuyer sur quelques principes simples. D'abord, responsabilité, lisibilité et financement. On a parfois transféré des compétences, mais quand les ennuis sont là, c'est toujours l'État. Ce qui est un peu simple. Et donc, une vraie république décentralisée, c'est des compétences claires qu'on transfère totalement, en supprimant les doublons. On transfère clairement les financements, mais on transfère clairement la responsabilité démocratique. Et la question que nous devons nous poser, c'est à quelle élection on vote pourquoi ?
c'est le moment des territoires unis. Pour cette séquence, je vous demande d'accueillir Monsieur François Barouin, président de l'Association des maires de France, Monsieur Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France, et Monsieur Hervé Morin, président de la région Normandie et président de Région de France au lancement de Territoires Unis en septembre 2018 à Marseille. Messieurs, il a été question ce matin de confiance au cours de la matinée. Et une question légitime qui peut se poser, c'est est-ce que les collectivités locales sont suffisamment écoutées aujourd'hui par le gouvernement et est-ce que cette confiance est là? Monsieur Morin? Monsieur Barouin. Bien, je vais évidemment répondre rapidement à cette question. Je voudrais auparavant... si vous me le permettez, saluer l'initiative des régions de France, saluer les propos du président Muselier, souligner l'importance de la décision qui est prise de diffuser à grande échelle auprès de tous les lycées de France l'une des expressions de la liberté de dire ce que l'on veut, de dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord dans une république comme la nôtre, dire que les maires de France sont à l'unisson de la nation bouleversée par le drame qui a frappé Samuel Paty, cet enseignant, dire que tous les hôtels de ville sont actuellement dans leur drapeau en berne, que beaucoup de mairies publient la photo en rappelant que nous sommes tous enseignants et que ce que nous attendons, en disant aussi à l'État que nous sommes à sa disposition, c'est un ordre républicain qui s'établit sur la totalité du territoire. Et que les annonces qui seront probablement prononcées par le président de la République mercredi prochain sauront trouver un écho extrêmement puissant et déterminé dans toutes les villes de France. Et tous les maires de France sont à l'unisson. Et je voulais le dire en rappelant à quel point notre unité sur toute une série de sujets, celui-ci en particulier, est aussi l'une des expressions de la liberté française et d'une certaine idée de ce que veut dire vivre en République. Maintenant, sans transition, si vous me le permettez, je réponds à votre question. Est-ce que nous sommes écoutés ou bien écoutés par l'État sur les sujets qui sont les nôtres? La réponse est non. Elle est non, car si c'était le cas, Territoires Unis n'existerait pas. Pour la première fois à Marseille, il y a quelque temps déjà, les départements, les régions et les communes de France ont décidé de s'unir face à l'État pour dire que nous ne pouvons pas continuer dans un fonctionnement comme celui-ci, pour 2-3 raisons. Il y a une première raison qui est de nature culturelle. L'État a une culture centralisatrice et n'a jamais accepté véritablement la décentralisation depuis 1982, malgré les efforts d'un certain nombre de gouvernements successifs. On a vu le président Mitterrand, Gaston Defferre, on a vu le président Chirac, Jean-Pierre Raffarin. Nous avons vu ensuite des intentions décentralisatrices exprimées par François Hollande ou Emmanuel Macron. Les 6 dernières années sont, au regard de l'histoire, la pire période recentralisatrice. 2 exemples, la taxe d'habitation. On coupe le lien entre l'habitant et le territoire et on transforme le contribuable local en contribuable national. C'est donc une recentralisation par l'impôt à travers une nationalisation de l'impôt local. On nous annonce des impôts de production qui vont suivre le même parcours. C'est une recentralisation par la voie fiscale avec une nationalisation des impôts locaux. Deuxième élément, et qui aujourd'hui est un élément qui fait que notre dialogue n'a pas abouti, prenez l'APL et le mouvement qu'il y a actuellement dans les offices publics de l'habitat. L'APL était une mesure budgétaire et comptable qui a eu un impact sur l'autofinancement des offices publics de l'habitat et la conséquence que nous avions dit il y a 3 ans, un effondrement de la production de logements. Nous avons eu les chiffres la semaine dernière, on est passé en dessous des 400 000. C'est une réalité qui entraîne aussi la promotion privée. Je pourrais prendre tous les autres sujets sur les dotations et le cadre général. Il n'est que temps, à la lumière de ces 2 dernières années que nous avons traversées, où 2 crises majeures ont mis en lumière ce que nous portons depuis de nombreuses années. Une réalité territoriale où l'État n'a plus les moyens, plus l'efficacité. J'ajoute que la dette, et je salue la présence de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, qui fait un geste fort et qui, d'une certaine manière, par son institution, a sauvé la capacité des États aujourd'hui à affronter la crise, mais au prix de 20% de dette supplémentaire. On est à 450 milliards en l'espace de 6 mois. 800 milliards vont être positionnés sur les marchés, normalement, au début de l'année prochaine, pour aider les États à absorber cet impact de crise sur ces 2 sujets. Un État obèse par sa dette, inefficace, et nous l'avons vu, en tout cas largement défaillant à travers la gestion de la crise,
et en réalité portant aujourd'hui en Bandoulière une ambition de vouloir être présent universellement sur tous les sujets, nécessite d'être au pied du mur de sa responsabilité. Et quel est ce mur de la responsabilité? Un immense acte de décentralisation, une révolution culturelle qui amène les régions, et nous avons un accord là-dessus, à porter l'ensemble de la dimension de l'aménagement du territoire, du développement économique, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, de l'emploi, et j'irai jusqu'à dire une partie de la santé. Un peu comme les Länder en Allemagne. Le médico-social, un consensus est aujourd'hui établi entre nous pour que les départements le portent dans la totalité. Il faut regarder ce qui s'est passé dans nos EHPAD. Et enfin, tout ce qui est proximité, du logement au tourisme, en passant par le sport jusqu'à la culture, et naturellement d'autres sujets pourraient faire l'objet d'une grande loi, comme l'a dit le président Macron, de transfert de compétences, de transfert de moyens, de transfert d'effectifs, et ainsi donnera raison à qui fait quoi, de quelle manière et sous quelle forme, et surtout donnera raison à ce que nous portons avec Hervé Morin, Renaud Muselier, tous les présidents de région que je salue, et Dominique Bussereau et les présidents de département, qui paye décide et qui décide paye. C'est ça l'esprit de responsabilité de Territoires Unis, c'est ça l'esprit qui doit présider à la définition par la représentation nationale d'un nouveau cadre décentralisateur. Monsieur Bussereau. Merci à Renaud et à Valérie de nous accueillir. Merci au président du Sénat, qui est toujours là lorsque l'on parle collectivité et décentralisation et qui nous a beaucoup aidés tout au long de nos combats ces dernières années. Merci à Christine aussi, que je suis heureux de saluer et de revoir. Sur le drame qui mobilise notre pays, la position des départements, bien évidemment la même que celle que François vient d'évoquer. Les départements s'associeront et s'associent depuis ce matin et hier déjà à toutes les manifestations de solidarité, de dignité, d'hommage, comme le font tous les Français, quelle que soit leur sensibilité politique. Alors sur la relation avec l'État, telle est votre question. Disons qu'on parle de décentralisation, mais qu'on ne la voit pas véritablement arriver. Le président de la République a tenu à plusieurs reprises, et nous l'en avons félicité, des langages décentralisateurs. Le Sénat a fait un énorme travail de 50 propositions de loi. Nous avons été très associés au travail du Sénat pour préparer un texte qui n'est pas un contre-texte, mais qui est une proposition de la seconde Assemblée chargée les collectivités territoriales, entre autres responsabilités, d'avancer dans ce domaine. Et en réalité, les choses avancent peu. Nous sommes actuellement, nous, à 15 jours de notre congrès qui doit se dérouler à La Rochelle, si la situation sanitaire le permet. Et donc, nous discutons avec le gouvernement avant ce congrès dans la grande tradition républicaine. Discutons financement, nous discutons décentralisation, nous discutons relance. Sur la relance, nous avons très peu d'informations. C'est-à-dire qu'on ne voit pas très bien comment va se territorialiser la relance. Et pour l'instant, ce n'est pas clair, y compris dans l'esprit de nos préfets sur le territoire, et comment elle va être financée localement, comment vont se discuter et s'organiser les futurs contrats de plan État-région, sachant le retard énorme qui existe dans l'accomplissement de ceux que nous avons déjà signés. Voilà pour la relance. Donc beaucoup d'incertitudes, même si bien évidemment nous voulons faire partie des collectivités prêtes à investir, et la rénovation thermique, les collèges, les EHPAD, les domaines où nous pouvons investir sont très nombreux. Deuxièmement, les relations financières. Je vous en donne un exemple. On citait tout à l'heure l'abandon des impôts de production. Nous, on nous a enlevé la taxe foncière sur foncier non bâti, enfin notre part de foncier non bâti. Cette part de foncier non bâti est compensée par de la TVA. Donc les mécanismes de loi de finances, et je le dis sans présence de Jean-René Cazeneuve qui suit ces dossiers à l'Assemblée nationale, ont été assez corrects.